le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealici Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h, mercredi 1er mars 2023. Premier numéro pour le mois de mars, depuis la newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealici Dorelas, pour présenter la page internationale à Jacques Mel pour le Grand Journal, Journal François Rubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Ouvrons cette page internationale en Grèce. Une grave collision de train s'est produite cette nuit en Grèce. L'accident a fait au moins 36 morts et 85 blessés. Le chef de la gare de Larissa a été arrêté. Voici un reportage à signer TV5 Monde. Vue du ciel au petit matin, les épaves fracassées et calcinées racontent à elles seules la violence du choc qui a tué brutalement. Sur le site de l'accident, à 350 km au nord d'Athènes, à la sortie d'un tunnel qui passe sous l'autoroute voisine, on distingue le train de marchandises du train de 350 voyageurs qui rejoignait Thessalonique au nord. Dans la nuit, sans que l'on sache pourquoi à l'heure actuelle, les deux équipages se sont retrouvés sur la même voie avant d'entrer en collision de plein fouet. On a entendu un gros boom. C'était 10 secondes cauchemardesques. Le wagon s'est retourné jusqu'à tomber sur le flanc, jusqu'à ce que ça s'arrête. Puis ça a été la panique. Des câbles, le feu partout, tout de suite. Où que nous allions, on se brûlait. Le feu était à droite et à gauche. C'était la panique. Pendant plusieurs secondes, c'était le chaos. Des chutes d'objets, des câbles, des incendies, des fenêtres brisées, des gens qui criaient, des gens piégés. Du côté du train de passagers, tandis que les locomotives et les wagons de tête ont été littéralement écrasés, les voitures suivantes, dont certaines ont déraillé, ont alors pris feu, provoquant la panique des rescapés et ralentissant leur évacuation. Nous sommes descendus. Un incendie s'était déclaré à côté de nous. Cet homme ici a vu un trou. Alors nous avons réussi à sortir d'où nous étions. J'ai vu des étincelles et des flammes sur les côtés des fenêtres. Et puis il y a eu un arrêt brutal. Ça nous a tous fait paniquer. On voulait juste sortir le plus tôt possible. Alors on a essayé de briser les vitres. Et ce qu'on a vu en sortant, ce n'était que le chaos. Quelques 150 pompiers ainsi que 40 ambulances ont été mobilisés pour venir à bout de l'incendie et dégager les rescapés. Ce mercredi, les secours poursuivaient les recherches des victimes dans l'enchevêtrement d'acier. Alors que le président du syndicat des conducteurs a dénoncé les dysfonctionnements et la vétusté des systèmes de sécurité, un deuil de 3 jours a été décrété pour ce que les médias grecs appellent le pire accident ferroviaire que la Grèce ait jamais connu. Nous irons en Ukraine, devenue un symbole de la lutte pour le contrôle du Donbass. La ville résiste encore aux offensives russes, mais pour combien de temps? Voici un reportage à signer Euronews. L'étau continue de se resserrer autour de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine. Devenue un symbole de la lutte pour le contrôle de la région industrielle du Donbass, la ville résiste encore aux offensives russes. Mais pour combien de temps? Ежедневно. Тобто у нас на вільно такого дня немає, щоб не було евакуації хлопців, які загинули, тіл, щоб доставили додому, щоб якось стараємося всіма ресурсами, можливостями вивезти людину, яка загинула, яка віддала своє життя. Ces dernières semaines, 3 des 4 routes permettant aux Ukrainiens d'approvisionner Bakhmout ont été coupées. La ville est quasiment encerclée par les soldats de l'armée russe et les mercenaires du groupe Wagner. Les troupes ukrainiennes, elles, sont bien décidées à résister le plus longtemps possible. Полностью оптимистично настроен. Не только Бахмут и Крым, и все остальное надо забрать. Когда? Ой, дайте чем. Покажите куда. И все. En Estonie, un char russe détruit par l'armée ukrainienne grâce à du matériel militaire estonien a été exposé à Tallinn, mais cela a créé des tensions entre pro-russes et pro-ukrainiens. La tournée du char dans plusieurs villes du pays a été suspendue. Il doit finir sa course dans le musée de la guerre de Vimsi.
Tension au Soudan, un manifestant tué par balle lors d'une manifestation pro-démocratie à Khartoum. Voici un reportage signé Africa News. Un manifestant a été tué par balle mardi au Soudan selon un syndicat de médecins pro-démocratie. Il participait à une marche auprès de Khartoum qui appelait à l'annulation de l'accord cadre signé en décembre dernier entre les autorités militaires et une large partie de l'opposition civile. Les manifestants qui tentaient de traverser le pont Manseya en direction de la place présidentielle ont été dispersés. Cet accord devait permettre d'amener le Soudan vers la démocratie. Nous sommes sortis pour dire non à l'accord cadre, parce que l'accord cadre donne une immunité aux militaires contre toute responsabilité. Nous leur disons que la dispersion du sit-in ne passera pas. Le sang des martyrs ne passera pas sans punition et sans responsabilité. Selon les forces de l'ordre, les manifestants ont fait usage de cocktails Molotov, mais après la publication d'une vidéo montrant l'assassinat du protestataire, la police s'est excusée et a dans un communiqué condamné le comportement inacceptable de l'agent responsable des faits. La poursuite de nos protestations découle de notre rejet catégorique de l'accord entre le Conseil militaire et les forces pour la déclaration de la liberté et du changement. Nous pensons que cet accord n'aboutira à rien. Avec cet accord, nous recyclons à nouveau la crise et ouvrons la voie à la politique d'impunité. Le meurtre du manifestant a été condamné par les forces politiques signataires de l'accord cadre qui ont appelé à tenir le policier responsable de ce crime. Au Brésil, 2 navires de guerre iraniens ont accosté à Rio de Janeiro, malgré les protestations du gouvernement américain. L'ambassadrice des États-Unis au Brésil, Elizabeth Bagley, a rappelé que dans le passé, ces navires ont facilité le commerce illégal et les activités terroristes. Voici un reportage signé I24 News. Ils s'appellent Iris Makran et Iris Dena. Ces 2 navires de guerre sont iraniens. Ce dimanche, ils ont accosté au Brésil. Sur autorisation du président brésilien Lula da Silva, le commandement de la marine brésilienne a permis l'accostage des navires dans le port de Rio de Janeiro, et ce, malgré les protestations du gouvernement américain. Fin janvier, Joe Biden avait réussi à convaincre son homologue brésilien en visite à Washington de refuser d'accueillir les navires iraniens sur ses côtes. Puis, lors d'une conférence de presse le 15 février, l'ambassadrice américaine Elizabeth Bagley avait de nouveau exhorté le Brésil à ne pas autoriser les navires à accoster. Dans le passé, ces navires ont facilité le commerce illégal et les activités terroristes et ont également été sanctionnés par les États-Unis. Le Brésil est une nation souveraine, mais nous croyons fermement que ces navires ne devraient accoster nulle part. Mais une fois le voyage de Lula da Silva à Washington terminé, les navires ont été autorisés à accoster entre le 26 février et le 4 mars. L'Iris Makran est le plus grand navire de l'armée de la République islamique d'Iran et des pays du Moyen-Orient. Mesurant 228 mètres de long et 42 mètres de large, il peut transporter 5 hélicoptères. Les bonnes relations avec l'Iran ont été l'un des points forts du président brésilien pour renforcer la position internationale de son pays au cours de ses précédents mandats présidentiels. En 2010, il s'était d'ailleurs rendu à Téhéran pour rencontrer le dirigeant de l'époque, Mahmoud Ahmadinejad. Il avait alors réaffirmé que son gouvernement reconnaissait le droit de l'Iran à développer l'énergie nucléaire civile en respect total des accords internationaux. Le 17 mai la même année, l'Iran, le Brésil et la Turquie avaient signé un accord sur la procédure d'échange de combustible nucléaire. Zoom sur les sanctions contre la Russie. L'Union européenne adopte un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, mais certains pays membres ont eu du mal à se mettre d'accord sur le contenu. En effet, du côté russe, les entreprises semblent avoir appris à anticiper les sanctions pour faire en sorte qu'elles nuisent le moins possible à leur activité. Voici un dossier spécial signé la chaîne russe RT. À la date qui marque la première année de l'intervention militaire russe en Ukraine, les 27 ont adopté un nouveau paquet de sanctions contre Moscou au terme d'un processus laborieux laissant apparaître des dissensions croissantes entre les États membres. La raison de toutes ces longues tractations, un différend entre Varsovie et Rome sur l'une des clauses de ce 10e train de sanctions anti-russes. La Pologne, qui a bloqué le processus pendant 2 jours, réclamait un durcissement des restrictions sur les importations de caoutchouc synthétique russe vers l'UE. L'Italie demandait et a fini par obtenir
Une transition longue afin de pouvoir diversifier ses approvisionnements pour nourrir son industrie du pneumatique, aux grandes dames des Polonais qui ont eu le sentiment de s'être fait rouler. Nous sommes très mécontents de cela, mais nous ne voulons pas bloquer l'ensemble du paquet à cause de ce caoutchouc synthétique. Sans doute parce que le premier fabricant de caoutchouc synthétique en Europe, Synthos, est basé en Pologne, allez savoir. Au cours de la semaine de négociations, les autorités ukrainiennes ont poussé pour inclure des sanctions contre le géant public russe du nucléaire civil. Ce qui est important pour nous, c'est de persuader nos partenaires de cibler précisément l'industrie nucléaire Rosatom. Mais voilà, en pleine crise énergétique, sur le sujet du nucléaire civil non plus, il n'y a de consensus européen. Des mesures énergiques doivent être prises pour garantir que les sanctions de l'UE n'affectent en aucune manière le secteur nucléaire russe. Ici aussi, c'est à la marge que des restrictions ont été adoptées, à savoir uniquement contre Rosatom Flotte, la flotte de brise-glace à propulsion nucléaire qui parcourt l'Arctique, et encore sans incidence sur la construction de futurs navires. Il n'y a aucun changement dans le calendrier de construction du brise-glace. Tous les travaux seront effectués conformément au plan. Concernant les autres dispositions de ce 10e paquet de sanctions, elles semblent avoir été largement anticipées par les entités visées. Ainsi, l'opérateur russe de téléphonie mobile Megafon, frappé par ces nouvelles sanctions, affirme que celles-ci n'auront aucune conséquence sur son activité, laquelle est centrée sur le marché domestique. Même punition pour 3 nouvelles banques russes visées par les dernières mesures européennes. Ces établissements déclarent que leur clientèle ne sera nullement impactée. Et de fait, l'impression tenace que l'Union européenne fait les fonds de tiroir pour parvenir à adopter de nouvelles sanctions est partagée par l'exécutif russe. Видно, что у них наблюдается определенный дефицит для выбора объектов для санкционирования. Этим объясняется нелогичное включение в список тех или иных физлиц или юридических лиц. Ну, очевидно, что будет продолжаться эта деятельность, и в списке будут абсурдным образом попадать новые юридические и физические лица. Все это, конечно же, абсурдно, и видно, что уже просто записывают непонятно кого в санкции, то есть людей совершенно не имеющих отношения к какой-то санкционной тематике, просто чтобы сформировать какие-то новые списки. Plus ça va, plus il devient difficile de parvenir à des sanctions qui satisfassent l'ensemble des pays membres de l'UE, surtout lorsque les intérêts politiques et économiques s'en mêlent. Le tout pour des résultats qui tardent à porter leurs fruits. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production en CD de prod, réalisation Télébel Top pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mahel pour présenter la page internationale Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, du soleil dans le ciel à Boston, 41 degrés Fahrenheit, ça donne 100 degrés Celsius. Jacques Mahel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mahel. Passez un excellent mercredi, bon début de mois de mars. À demain. Bonsoir. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.